L'image qui s'affiche à l'écran est saisissante. Un homme méditant au sommet d'une montagne, face à un lever de soleil majestueux. Cette image, bien qu'elle puisse paraître cliché, recèle une question profonde. Sommes-nous réellement maîtres de notre esprit dans ce monde effréné? Le stress, l'anxiété, la dépression, ces mots modernes semblent dicter la vie de plus en plus d'entre nous. Et si la solution se trouvait non pas dans une pilule, mais dans des philosophies vieilles de plusieurs siècles? L'image de l'homme méditant sur la montagne peut sembler idyllique, presque inaccessible face à la réalité de nos vies surconnectées. Nos smartphones déversent un flot incessant d'informations, souvent anxiogènes. La comparaison permanente aux vies apparemment parfaites des réseaux sociaux, la pression de la réussite professionnelle, la course effrénée contre la montre, ce sont là quelques-uns des nombreux symptômes d'une société qui semble avoir perdu son âme, sacrifiée sur l'autel de la performance et de la consommation. Et les statistiques sont sans appel. L'Organisation mondiale de la santé décrit une véritable pandémie de la santé mentale, avec des chiffres vertigineux. Près de 280 millions de personnes souffrant de dépression à travers le monde. L'anxiété et le burn-out sont devenus des maux du quotidien, touchant toutes les classes sociales et toutes les générations. Le mal-être est profond, et ses conséquences, souvent dramatiques. Face à ce constat alarmant, nous nous tournons instinctivement vers la médecine moderne. Antidépresseurs, anxiolytiques, ces pilules chimiques sont parfois nécessaires pour soulager les symptômes les plus aigus. Mais sont-ils une solution durable? Ne traitent-ils pas le symptôme sans s'attaquer aux causes profondes du mal? Et si, au lieu de chercher uniquement des solutions extérieures, nous nous tournions vers l'intérieur, vers les ressources que recèle notre propre esprit? Et si la réponse se trouvait non pas dans une pilule, mais dans des philosophies vieilles de plusieurs siècles? C'est là que le stoïcisme, philosophie née dans la Grèce antique, prend une dimension particulièrement actuelle. Loin d'être une doctrine rigide et austère comme on le pense souvent, le stoïcisme nous offre un ensemble de principes et d'exercices pratiques pour mieux naviguer dans les turbulences de la vie. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, nous invite à faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Il nous exhorte à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos jugements, nos réactions face aux événements extérieurs. Imaginez, votre patron vous critique injustement. Vous ne pouvez pas changer son comportement, mais vous pouvez choisir votre réaction. Au lieu de vous laisser envahir par la colère ou le découragement, le stoïcisme vous invite à prendre du recul, à analyser la situation objectivement et à répondre avec calme et mesure. Ce contrôle de soi, cette capacité à ne pas se laisser dicter ses émotions par les aléas de la vie, est une véritable pilule rouge. Elle nous permet de sortir de la matrice du stress et de l'anxiété, de reprendre les rênes de notre esprit et d'affronter les défis avec plus de sérénité. Bien sûr, le stoïcisme n'est qu'une des nombreuses philosophies qui ont exploré les méandres de l'esprit humain. Mais dans un monde où tout va toujours plus vite, où l'on nous incite à vouloir tout contrôler, son message d'acceptation et de détachement résonne avec une force particulière. Et si cette sagesse oubliée était la clé pour guérir notre esprit moderne? Si le stoïcisme nous vient de la Grèce antique, l'Orient nous offre lui aussi un héritage philosophique et spirituel d'une richesse inouïe. Loin d'être un bloc monolithique, l'Asie regorge de traditions et d'enseignements ancestraux qui ont exploré les mystères de l'esprit humain pendant des millénaires. Parmi celles-ci, le bouddhisme, né en Inde il y a plus de 2500 ans, occupe une place à part. Le bouddhisme ne se présente pas comme une religion dogmatique, mais plutôt comme une philosophie pratique, un cheminement personnel vers la libération de la souffrance. Au cœur de cet enseignement se trouve la compréhension des Shogye, 4 nobles vérités Yöe, qui constituent le fondement de la pensée bouddhiste. La première vérité énonce une réalité souvent difficile à accepter. La vie est souffrance. Mais attention, il ne s'agit pas là d'un pessimisme fataliste. Le bouddhisme ne nie pas les joies et les plaisirs de l'existence. Mais il nous invite à prendre conscience que tout est impermanent, que le bonheur est éphémère, et que l'attachement aux choses et aux personnes est source de souffrance. La deuxième vérité identifie la source de cette souffrance, le désir insatiable, cette soif inextinguible de possession matérielle,
de plaisir sensoriel, de pouvoir, ou même de reconnaissance. C'est ce que le bouddhisme appelle la hegere soif lieu, ou le kriga désir acharné, un cercle vicieux qui nous maintient prisonniers de nos illusions. La troisième vérité est porteuse d'espoir. La souffrance peut cesser. Il est possible de se libérer du cycle infernal du désir et de la souffrance en atteignant le nirvana, un état de paix et de libération totale. Enfin, la quatrième vérité nous montre le chemin vers cette libération, le noble chemin octuple, un ensemble de principes éthiques et de pratiques qui nous permettent de cultiver la sagesse, la compassion et la maîtrise de soi. Parmi ces pratiques, la méditation occupe une place centrale. Loin d'être une simple technique de relaxation, la méditation bouddhiste est une véritable discipline mentale qui nous permet d'observer le fonctionnement de notre esprit sans jugement. En portant attention à notre respiration, aux sensations de notre corps, aux pensées et aux émotions qui traversent notre conscience, nous apprenons à développer une distance avec le flot incessant de nos pensées et à cultiver un état de calme intérieur. Et la science moderne semble confirmer l'intuition des anciens maîtres bouddhistes. De nombreuses études ont démontré les bienfaits de la méditation sur la santé mentale. Réduction du stress et de l'anxiété, amélioration de la concentration et de la clarté mentale, renforcement du système immunitaire, développement de la compassion et de l'empathie. Le message du bouddhisme résonne avec une force particulière à notre époque. Face à une société de consommation qui nous pousse à toujours en vouloir plus, à nous identifier à nos possessions et à nos réussites sociales, le bouddhisme nous invite à un recentrage sur l'essentiel, à cultiver la gratitude pour ce que nous avons, et à développer notre passion pour tous les êtres, à développer une compassion pour tous les êtres vivants. Le bouddhisme n'est bien sûr qu'une facette des philosophies orientales, et d'autres traditions comme le taoïsme ou le confucianisme offrent également des pistes de réflexion passionnantes. Mais toutes convergent vers une même idée. Le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur de nous, mais dans la transformation intérieure, dans la cultivation de la sagesse et de la compassion. Et si ces enseignements millénaires étaient la clé pour guérir notre esprit moderne, pour retrouver un sens et une paix intérieure dans un monde chaotique? Le stoïcisme nous invite à la maîtrise de nos émotions, le bouddhisme à l'acceptation du changement et du lâcher-prise. Mais attention, il serait simpliste, voire réducteur, de penser que la solution à nos maux modernes réside uniquement dans un retour aux sagesses anciennes. Le risque serait alors de tomber dans une forme d'idéalisme nostalgique, oubliant que ces époques avaient aussi leurs propres défis et que ces philosophies n'étaient pas des panacées. Plutôt que de rejeter la modernité, ne pourrions-nous pas puiser dans ces philosophies des clés pour mieux la vivre? C'est là que la pensée grecque, et plus particulièrement la philosophie d'Aristote, prend tout son sens. Aristote, contrairement à Platon qui cherchait la vérité dans un monde des idées immuables, place l'homme et son expérience du monde au centre de sa réflexion. Pour lui, le bonheur n'est pas une fin en soi, mais plutôt une conséquence d'une vie vécue en accord avec la raison et la vertu. Et c'est là qu'intervient le concept clé de mesure, ou de juste milieu, qui imprègne toute la philosophie aristotélicienne. Pour Aristote, la vertu ne se trouve pas dans l'excès ni dans la privation, mais dans l'équilibre, dans la juste mesure entre deux extrêmes. Prenons l'exemple du courage. L'excès de courage, la témérité, peut nous mener à prendre des risques inconsidérés. À l'inverse, le manque de courage, la lâcheté nous paralyse et nous empêche d'agir face au danger. Le vrai courage, selon Aristote, se trouve dans le juste milieu, dans la capacité à affronter nos peurs avec discernement et mesure. Et ce principe de la juste mesure s'applique à tous les domaines de la vie. Le travail, le loisir, les relations sociales, la nourriture. Il ne s'agit pas de se priver ni de tomber dans l'excès, mais de trouver l'équilibre qui nous permet de nous épanouir pleinement. Ce message d'équilibre résonne avec une force particulière à notre époque, marquée par les excès, excès de travail, excès d'information, excès de consommation. Notre société nous pousse à aller toujours plus vite, à en faire toujours plus, au risque de nous épuiser physiquement et mentalement. Or les Grecs anciens l'avaient bien compris, un esprit sain ne peut s'épanouir que dans un corps sain. Le sport et l'activité physique occupaient une place centrale dans la société grecque. Point pas. Les Jeux olympiques, bien plus que de simples compétitions sportives,
était une véritable célébration du corps et de l'esprit. De même, les Grecs accordaient une grande importance à l'alimentation. Leur régime méditerranéen, riche en fruits, légumes, huile d'olive et poissons, est aujourd'hui reconnu pour ses bienfaits sur la santé physique et mentale. Enfin, les Grecs étaient profondément connectés à la nature. Ils percevaient les dieux dans chaque élément naturel, le soleil, la mer, les montagnes. Cette proximité avec la nature leur permettait de se ressourcer, de se reconnecter à l'essentiel et de trouver la paix intérieure. Le message de la sagesse grecque est clair. Le bonheur ne se trouve pas dans la course effrénée à la réussite ou à la possession, mais dans l'harmonie entre le corps et l'esprit, dans la recherche d'un équilibre, dans tous les domaines de la vie. Ils ne sont plus que jamais d'actualité dans notre monde moderne en quête de sens et nous. Le voyage à travers le stoïcisme, le bouddhisme et la philosophie grecque nous offre des pistes de réflexion précieuses pour naviguer dans la complexité du monde moderne. L'attrait pour ces sagesses anciennes est indéniable. Il témoigne d'un désir profond de retrouver un sens, une paix intérieure que notre société semble avoir perdue. Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège tentant mais trompeur de l'idéalisation du passé pointé. S'il est important de puiser dans ces philosophies des sources d'inspiration, il est crucial de ne pas les aborder avec une vision simpliste ou naïve. Le passé, aussi lointain soit-il, n'était pas un paradis perdu. Les sociétés antiques que nous avons évoquées étaient loin d'être parfaites. La Grèce antique, berceau de la démocratie, était aussi une société esclavagiste et inégalitaire. L'Empire romain, admiré pour son organisation et sa puissance militaire, était aussi marqué par la violence et la corruption. Quant aux sociétés orientales, elles ont elles aussi connu leur lot de conflits, d'injustices et de souffrances. De plus, il est important de se rappeler que ces philosophies n'étaient pas des solutions miracles applicables à toutes ou à tous. Elles étaient le fruit de contextes historiques et culturels spécifiques, et leurs enseignements étaient souvent réservés à une élite intellectuelle. Le stoïcisme, par exemple, était pratiqué par une élite romaine confrontée aux aléas du pouvoir et de la guerre. Le bouddhisme, né en Inde, s'est ensuite diffusé dans toute l'Asie, se transformant et s'adaptant aux différentes cultures qu'il rencontrait. Il serait donc illusoire, voire dangereux, de vouloir appliquer ces philosophies de manière littérale à notre monde moderne. Le risque serait de tomber dans une forme de dogmatisme, voire de sectarisme, en rejetant en bloc les avancées de la modernité et en idéalisant un passé fantasmé. L'enjeu n'est donc pas de vivre comme les stoïciens, les bouddhistes ou les Grecs anciens, mais de s'inspirer de leurs enseignements pour construire notre propre voie vers le bonheur et la sagesse. Il s'agit d'un travail personnel, qui demande humilité, discernement et esprit critique. N'oublions pas que chaque individu est unique, avec son histoire, sa personnalité, ses aspirations propres. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. L'important est d'expérimenter, de tester différentes approches, de puiser dans ces différentes sources de sagesse ce qui résonne en nous, ce qui fait sens dans notre vie et dans notre époque. Alors que nous atteignons la fin de notre exploration, une question essentielle se pose: comment concilier ces sagesses ancestrales, souvent perçues comme détachées de la réalité, avec le rythme effréné et le défi inédit de moderne? Le danger serait de les cantonner à des reliques du passé, fascinantes, mais inadaptées aux problématiques contemporaines. Ne sommes-nous pas face à une opportunité unique? Celle de tisser un pont entre ces deux mondes, d'opérer une synthèse créative entre la sagesse intemporelle et les outils de notre époque. Imaginez, puiser dans la sagesse stoïcienne pour mieux gérer le flot incessant d'informations et la pression constante des réseaux sociaux. Utiliser la méditation bouddhiste pour trouver un havre de paix au cœur du tumulte urbain. S'inspirer du juste milieu aristotélicien pour retrouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, entre performance et bien-être. Et si, au lieu de les opposer, nous considérions la philosophie et la psychologie comme des alliés? Ces dernières décennies ont vu émerger un courant fascinant, la Hauge philosophie pratique Oe, ou Hauge Counseling,
philosophique. Les praticiens formés à la fois à la philosophie et aux techniques d'accompagnement proposent un espace de réflexion et de dialogue pour aider les individus à mieux comprendre et traverser leurs difficultés. Ce dialogue entre la sagesse ancienne et les approches modernes ouvre des perspectives stimulantes. Prenons l'exemple de la thérapie cognitive et comportementale, TCC, l'une des approches thérapeutiques les plus efficaces pour traiter l'anxiété et la dépression. Les TCC mettent l'accent sur l'identification et la modification des pensées et des comportements dysfonctionnels qui contribuent à la souffrance psychologique. Un parallèle saisissant avec le stoïcisme qui insiste sur le pouvoir de nos pensées, de nos jugements sur notre bien-être. De même, la pleine conscience, inspirée de la méditation bouddhiste, est de plus en plus intégrée aux pratiques thérapeutiques communes. En nous apprenant à porter attention au moment présent, sans jugement et avec bienveillance, la pleine conscience nous permet de développer une relation plus saine avec nos pensées et nos émotions, nous libérant ainsi de l'emprise du passé et de l'anxiété du futur. N'oublions pas le rôle crucial que peut jouer la technologie dans cette quête de bien-être. Des applications mobiles dédiées à la méditation, des plateformes en ligne proposant des exercices de philosophie pratique, des réseaux sociaux dédiés au développement personnel, les outils numériques, utilisés de manière consciente et raisonnée, peuvent devenir de précieux alliés pour intégrer ces sagesses ancestrales à notre quotidien. L'enjeu est de taille. Il s'agit de réinventer notre rapport au monde, à nous-mêmes, à notre propre esprit. La quête de sagesse n'est pas un voyage vers le passé, mais une exploration en permanence renouvelée du présent, en s'appuyant sur les trésors que nous ont légués les générations qui nous ont précédés.